Rome, en 38 après Jésus-Christ. Valeria Messaline n'a que 14 ou 15 ans quand elle épouse son cousin au second degré, Claude. Un homme de 47 ans qui bégaye, boite et que toute la cour romaine considère comme un idiot. Personne ne parie sur lui, personne ne l'imagine empereur. Messaline vient pourtant de la plus haute noblesse romaine. Son arrière-grand-mère est Octavie, la sœur d'Auguste, le premier empereur. Son cousin germain est Caligula. Dans ses veines coule le sang des dieux. Mais à 14 ans, elle se retrouve mariée à cet homme ridicule dont personne ne veut. Le mariage est arrangé sous le règne de Caligula. C'est une question de lignée, de pureté dynastique. Les 30 ans qui les séparent n'ont aucune importance. Claude obtient une épouse qui renforce sa légitimité impériale. Messaline obtient... quoi exactement? Une vie d'aristocrate oisive aux côtés d'un homme que Rome méprise. Puis tout bascule en janvier 41. Caligula est assassiné par sa propre garde prétorienne. Le palais impérial devient un champ de bataille. Des soldats découvrent Claude caché derrière un rideau, tremblant de peur. Au lieu de le tuer, ils l'acclament empereur. En quelques heures, l'homme que personne ne prenait au sérieux devient le maître de l'Empire romain. Messaline, du jour au lendemain, devient impératrice. Elle n'a pas encore 20 ans. 20 jours après l'accession au trône de Claude, elle accouche d'un fils, Tiberius Claudius Germanicus. Claude le surnomme Britannicus, en l'honneur de sa future conquête de la Bretagne. Un héritier impérial. Messaline vient de donner à Rome son futur empereur. Sa position est inattaquable. Ou du moins, c'est ce qu'elle croit. Claude refuse de lui accorder le titre d'Augusta. Aucune pièce de monnaie ne porte son effigie avec ce titre honorifique. C'est une gifle publique. Un message clair. Tu es mon épouse, pas mon égale. Messaline comprend rapidement la réalité du pouvoir impérial. Elle n'est pas l'impératrice, elle est l'épouse de l'empereur. Et dans la Rome antique, même au sommet de la pyramide, les femmes restent des citoyennes de seconde zone. Le droit romain les traite comme des mineurs perpétuels. Elles ne peuvent pas contrôler leurs propres biens. Elles sont sous la tutelle des hommes. Mais Messaline n'est pas n'importe quelle femme. Elle a accès à Claude. Elle partage son lit. Elle lui a donné un héritier. Dans le labyrinthe politique de la cour impériale, c'est une arme redoutable. Le palais impérial grouille d'intrigues. Les affranchis de Claude, des anciens esclaves qui ont gagné leur liberté et maintenant administrent l'Empire, détiennent un pouvoir considérable. Narcisse, Pallas, Caliste. Ces hommes contrôlent l'accès à l'empereur. Ils décident qui peut le voir, quand et dans quelles conditions. Messaline s'allie avec eux. Elle comprend que pour survivre dans ce monde, elle doit jouer le jeu. Elle manipule, elle intrigue, elle élimine ses rivaux. Son premier coup d'éclat survient en 42. Appius Junius Silanus vient d'épouser sa mère, Domitia Lepida. Mais selon les sources antiques, Silanus refuse de coucher avec Messaline. Erreur fatale. Messaline et Narcisse orchestrent un plan diabolique. Ils vont tous deux voir Claude au petit matin et lui racontent qu'ils ont fait le même rêve. Silanus attaquait violemment l'empereur. Claude, superstitieux comme beaucoup de Romains, est secoué. Puis Silanus arrive au palais, convoqué secrètement par Narcisse ou Messaline. Sa présence confirme le présage. Claude ordonne son exécution immédiate. Un homme vient de mourir à cause d'un rêve inventé. C'est le poète satirique Juvénal qui, des décennies après la mort de Messaline, raconte l'histoire la plus scandaleuse. Chaque nuit, pendant que Claude dormait, Messaline se levait. Elle enfilait une perruque blonde, les cheveux blonds étaient associés aux barbares, aux prostituées. Elle quittait le palais impérial en secret. Direction, la Subure, le quartier malfamé de Rome, les ruelles sombres où se concentrent les bordels les plus miteux de la ville. Là, dans un lupanar crasseux, Messaline travaillait comme prostituée sous le nom de Lysiska, la louve. Elle se tenait nue dans l'entrée d'une cellule, les mamelons dorés à la feuille d'or, aguichant les clients qui passaient. Elle couchait avec des hommes jusqu'à l'aube. Puis elle rentrait au palais, épuisée mais jamais rassasiée, et se glissait dans le lit conjugal à côté de son mari qui n'avait rien remarqué. Le tenancier du bordel devait la forcer à partir quand venait l'heure de fermeture.
Cette histoire est-elle vraie? Les historiens modernes en doutent fortement. Juvénal écrivait de la satire, pas de l'histoire. Son but était de choquer, de critiquer les mœurs romaines, pas de rapporter des faits. Il détestait les femmes, et son 6e livre satirique est une diatribe violente contre elles. Mais Juvénal n'était pas le seul à raconter les débauches de Messaline. Pline l'Ancien, écrivain et naturaliste, raconte une autre histoire dans son encyclopédie sur les phénomènes naturels. Dans un passage sur la sexualité des mammifères, il note que les humains sont les seuls animaux qui n'ont pas de saison de reproduction et qui ne sont jamais rassasiés sexuellement. Pour illustrer son propos, il raconte l'histoire de Messaline et de Sylla. Sylla était la prostituée la plus célèbre de Rome, une professionnelle reconnue. Messaline lance un défi. Qui peut coucher avec le plus d'hommes en 24 heures? Le concours a lieu. Messaline gagne. 25 étreintes contre 24 pour Sylla. L'impératrice de Rome vient de battre la meilleure prostituée de la ville dans une compétition sexuelle. Encore une fois, la véracité de cette histoire est douteuse. Pline l'Ancien était un jeune officier militaire servant en Germanie pendant les premières années du règne de Claude. Il n'était pas à Rome, il n'a pas pu assister à ce concours. Il rapporte probablement des rumeurs, des ragots qui circulaient dans l'Empire, mais pourquoi ces histoires ont-elles survécu? Pourquoi les Romains voulaient-ils croire que leur impératrice se prostituait? Les historiens modernes proposent une explication différente. Messaline n'était pas une nymphomane incontrôlable, c'était une joueuse politique redoutable qui utilisait tous les moyens à sa disposition pour protéger sa position et celle de son fils. Dans les premières années du règne de Claude, des têtes tombent. Beaucoup de têtes. Des sénateurs prestigieux, des membres de la famille impériale, des rivaux potentiels sont accusés, jugés et exécutés. Derrière beaucoup de ces procès, Messaline. En 43, elle s'attaque à Julia Livia, une autre nièce de Claude. Messaline l'accuse d'immoralité et d'inceste. Le vrai motif? Julia a un fils, Rubellius Plautus, qui pourrait revendiquer le trône. Claude ordonne l'exécution de Julia. La même année, elle orchestre la chute de Decimus Valerius Asiaticus, un sénateur éminent, 2 fois consul, héros de guerre ayant accompagné Claude lors de la conquête de la Bretagne. Mais Asiaticus possède les plus beaux jardins de Rome. Messaline les convoite. Elle le fait accuser de trahison. Le procès a lieu dans la chambre à coucher de Claude. Messaline assiste au spectacle, Asiaticus se défend brillamment. Claude hésite, mais Lucius Vitellius, allié de Messaline, convainc l'empereur. Asiaticus reçoit l'ordre de se suicider. Avant de s'ouvrir les veines, Asiaticus prononce des mots amers. Périr par la tromperie d'une femme. Il s'assure que ses bûchers funéraires ne soient pas installés dans ses jardins bien-aimés, car il sait que Messaline va les saisir et il ne veut pas que les flammes abîment les arbres. Messaline obtient les jardins. Elle s'attaque aussi à Poppaea Sabina, une femme belle et riche qui a une liaison avec Asiaticus. Jalouse, Messaline la pousse au suicide avec de fausses accusations. Marcus Vinicius, le mari de Julia Livilla, est empoisonné. Selon les ragots, parce qu'il a refusé de coucher avec Messaline et qu'il l'a soupçonné d'avoir tué sa femme. La liste continue. Sénateurs, chevaliers, membres de la famille impériale, tous tombent sur ordre de Messaline. Mais l'élimination la plus significative est celle de Polybius, un des affranchis de confiance de Claude. Polybius faisait partie du cercle intime de l'empereur. Sa mort marque un tournant. Les autres affranchis, Narcisse, Pallas, Calliste, comprennent qu'ils ne sont plus en sécurité. Messaline a franchi une ligne rouge. Il se retourne contre elle. Silencieusement, patiemment, en attendant le bon moment. Dion Cassius, historien du IIIe siècle, ajoute un détail encore plus scandaleux. Messaline ne se contentait pas de ses propres débauches. Elle forçait d'autres femmes de l'aristocratie romaine à commettre l'adultère pendant que leurs maris regardaient, impuissants. Elle aurait même transformé une partie du palais impérial en bordel, rempli de femmes de la haute société contraintes de se prostituer. Ces accusations reflètent une réalité politique. Messaline avait des ennemis. Beaucoup d'ennemis. Chaque personne qu'elle avait fait condamner avait une famille. Des alliés. Des amis qui n'oubliaient pas. Dans la Rome antique, accuser une femme d'immoralité sexuelle était l'arme ultime. C'était un moyen de la détruire socialement, de délégitimer son pouvoir,
de justifier sa mise à mort. Les pères fondateurs de Rome avaient instauré des lois sur l'adultère, les leges Juliae, qui promouvaient la famille, les enfants, la fidélité conjugale. Une femme respectable devait être une matrone vertueuse, pudique, fidèle, soumise. Messaline incarnait l'opposé. Elle était une anti-matrone, et dans une société patriarcale obsédée par le contrôle de la sexualité féminine, c'était le crime ultime. Mais était-elle vraiment cette putain impériale que décrit Juvénal? Les sources antiques ont toutes été écrites des décennies après sa mort. Tacite écrit dans les années 110 à 120, plus de 60 ans après les événements. Suétone et Dion Cassius encore plus tard. Ces auteurs vivaient sous des empereurs qui dénégraient systématiquement la dynastie julio-claudienne pour légitimer leur propre pouvoir. Ils avaient tout intérêt à noircir Messaline, à en faire un monstre. Ce qui est certain, c'est que Messaline avait des amants. Beaucoup d'amants, selon les sources. Certains parlent de 150 hommes différents pendant son mariage. Ménester était un pantomime célèbre, une star du théâtre romain. Caligula avait été amoureux de lui. Messaline le désirait. Mais Ménester refusait ses avances. Alors elle eut une idée brillante. Elle demanda à Claude d'ordonner à Mnester d'obéir à tous ses caprices. L'empereur, naïf, accepta. Mnester devint l'amant de Messaline, sur ordre impérial. Après la mort de Messaline, quand Mnester fut arrêté et jugé, il plaida pour sa vie en rappelant que c'était Claude lui-même qui lui avait ordonné de satisfaire tous les désirs de son épouse. Claude, ému, inclina à la clémence. Mais ses conseillers le persuadèrent que les fautes de Mnester étaient trop graves. Il fut exécuté. Dion Cassius écrit que Messaline utilisait la même tactique avec beaucoup d'autres hommes. Elle couchait avec eux en prétendant que Claude était au courant et avait donné son consentement. Est-ce que Claude savait? C'est la grande question. Comment l'empereur de Rome pouvait-il ignorer que sa femme le trompait ouvertement? Que tout Rome ricanait dans son dos? Certains historiens pensent qu'il savait, mais fermait les yeux. Qu'il était tellement amoureux d'elle, tellement dépendant d'elle, qu'il préférait ne rien voir. Suétone écrit que Claude était particulièrement uxorius, soumis à ses épouses. D'autres pensent que Claude était réellement dans l'ignorance, que Messaline et les affranchis contrôlèrent si bien l'accès à l'empereur qu'ils filtraient toute information compromettante. Une chose est sûre, Claude était la risée de Rome, le cocu impérial, l'homme le plus puissant du monde, incapable de contrôler sa propre femme. En 48 après Jésus-Christ, Messaline fait la plus grande erreur de sa vie. Elle tombe amoureuse de Caius Silius, le plus bel homme de Rome, jeune, charismatique, intelligent, ambitieux, consul désigné, un homme promis à un grand avenir. Silius était marié à Junia Silana, une femme noble. Messaline le force à divorcer. Elle veut Silius pour elle seule. Silius sait que c'est dangereux. Il sait qu'il risque sa vie. Mais refuser l'impératrice, c'est la mort certaine. Accepter, c'est peut-être une chance de survie. Et puis, les avantages sont considérables. Messaline lui offre des richesses, du pouvoir, des honneurs. Il ferme les yeux sur l'avenir et profite du présent. Puis, en été 48, l'impensable se produit. Claude quitte Rome pour Ostie, le port qu'il est en train de faire construire. C'est une absence de quelques jours, rien de grave. Pendant que l'empereur est absent, Messaline et Silius se marient. Un vrai mariage, avec des vœux solennels, des paroles propitiatoires, des sacrifices appropriés, des contrats de dot, des témoins. Tout Rome est au courant. C'est de la folie pure. Comment peut-on célébrer un mariage public alors qu'on est déjà marié à l'empereur de Rome? Tacite lui-même, pourtant habitué au scandale de la dynastie julio-claudienne, dit qu'il est stupéfait par la singularité de l'événement. Certains historiens modernes pensent que ce n'était pas simplement un coup de folie amoureux. C'était un coup d'État. Messaline et Silius tentaient de renverser Claude, de le remplacer. Claude avait 56 ans et sa santé déclinait. Si Britannicus héritait du trône maintenant, il serait trop jeune pour régner. On lui imposerait un régent. Pourquoi pas Silius? D'autres pensent que Messaline avait peur d'être remplacée, que sa position glissait, que les affranchis la lâchaient, qu'elle tentait un coup désespéré pour sauver sa vie
et celle de son fils. La cérémonie de mariage se transforme en banquet délirant, une célébration bachique. Le vin coule à flots, les invités dansent, chantent, se déshabillent. C'est l'orgie. Messaline elle-même, ivre, danse pieds nus, les cheveux dénoués. Elle joue du tambourin. Elle hurle, une impératrice de Rome, se comportant comme une bacchante en délire. À Ostie, Claude reçoit des nouvelles. Mais pas de n'importe qui. Ce sont deux de ses maîtresses préférées, Calpurnia et Cléopatra, qui lui annoncent le mariage. Narcisse les a envoyées. Une femme seule, Claude pourrait ne pas la croire. Deux femmes qui se corroborent mutuellement, c'est différent. Claude est sous le choc. Il ne comprend pas. Il demande sans cesse « Suis-je encore empereur ?» Silius est-il empereur maintenant? Sa peur n'est pas absurde. Si Messaline a effectivement divorcé de lui et épousé Silius, alors la légitimité de son règne est menacée. Britannicus n'est plus son héritier légitime. Le Sénat pourrait décider de le renverser. Narcisse prend le contrôle de la situation. Il dit à Claude que les adultères de Messaline et les cadeaux impériaux offerts à Silius peuvent être pardonnés. Mais pas ce mariage public. La nation, le Sénat et l'armée ont été témoins de son mariage avec Silius. Agissez rapidement ou son nouveau mari contrôle Rome. Claude, paniqué, retourne à Rome. En chemin dans sa voiture, Narcisse l'accompagne. Il lui présente une liste détaillée de toutes les infidélités de Messaline. Tous les hommes, tous les scandales. Messaline, de son côté, apprend que Claude revient. Elle monte dans une charrette. Les sources disent que c'était une charrette qui transportait des excréments de jardin, détail tellement parfait et littéraire qu'il semble inventé, et tente de rejoindre Claude sur la route. Elle le croise. Elle crie qu'il doit écouter la mère de ses enfants. Elle supplie. Mais Narcisse hurle plus fort. Il crie des détails sur le mariage avec Silius. Il étouffe sa voix. Il détourne l'attention de Claude avec la liste des amants. La grande prêtresse des Vestales intervient. Elle exige que Messaline ne soit pas exécutée sans avoir pu présenter sa défense. C'est son droit. Claude reste étrangement silencieux. Narcisse finit par accepter que l'empereur écoutera la défense de Messaline. Plus tard, Narcisse escorte ensuite Claude jusqu'à la maison de Silius. Là, dans le domicile de l'amant, Claude découvre des biens impériaux, des objets qui lui appartiennent, et une statue du père de Silius, un homme qui avait été exécuté et dont les statues avaient été retirées par décret sénatorial. Voir ces preuves matérielles fait basculer Claude. Il se laisse conduire au camp prétorien. Il a besoin de la protection de sa garde. Il a besoin de s'assurer de leur loyauté. Une fois la loyauté des prétoriens garantie, Messaline est condamnée. Les invités du banquet de mariage sont arrêtés. Silius est capturé au forum où il avait repris ses fonctions comme si de rien n'était. Quand on lui demande de se défendre, il ne dit qu'une chose. « Donnez-moi une exécution rapide. Les autres sont tués un par un. Même un préfet des vigiles, la police de nuit de Rome, fait partie des conspirateurs. » Cela prouve qu'il y avait bien une tentative de coup d'État. Des forces militaires étaient impliquées. Messaline se réfugie dans les jardins de Lucullus, ces jardins magnifiques qu'elle avait arrachés à Valerius Asiaticus après l'avoir fait condamner. L'ironie est cruelle. Sa mère, Domitia Lepida, est avec elle. Elle la supplie de mourir avec honneur, de se suicider avant que les bourreaux n'arrivent. Messaline essaie. Elle prend un poignard. Elle le pose sur sa gorge, puis sur sa poitrine. Mais sa main tremble. Elle n'a pas le courage. Elle n'a pas la force. Cette femme qu'on accuse de tant de meurtres ne peut pas se tuer elle-même. Les centurions arrivent. Ils sont menés par un tribun. Narcisse a donné les ordres. Il ne peut pas risquer que Messaline revienne voir Claude. Qu'elle le supplie. Qu'elle le manipule avec ses larmes et ses mots. Claude a déjà montré des signes de faiblesse. Au dîner, Claude a commencé à boire du vin, à se radoucir. Il a parlé de « la pauvre femme ». Il a demandé qu'on l'amène le lendemain matin pour qu'elle puisse s'expliquer. Narcisse sait qu'il doit agir vite. Le tribun pose son épée sur la poitrine de Messaline. Il pousse. La lame transperce sa chair. Elle meurt dans les jardins qu'elle avait volés, aux côtés de sa mère. Elle avait environ 28 ans. Quand on annonce à Claude que Messaline est morte, il ne montre aucune émotion. Il continue à dîner. Il continue à boire. Il ne demande pas de détails. Il ne pleure pas.
Il ne dit rien. Plus tard dans la soirée, il demande pourquoi son épouse ne vient pas le rejoindre pour le dîner, comme s'il avait déjà oublié, comme si le vin avait effacé les événements de la journée. Le lendemain, le Sénat se réunit. Il vote la damnatio memoriae, l'effacement de la mémoire. Le nom de Messaline doit être retiré de toutes les inscriptions publiques. Les graveurs parcourent Rome avec leur burin, martelant son nom sur les monuments. Parfois, ils se contentent de recreuser les lettres pour les rendre illisibles. Les pièces de monnaie frappées dans les provinces grecques qui portent son nom et son image sont défacées. Ses portraits sont mutilés. Des marteaux et des ciseaux détruisent son visage jusqu'à ce qu'il devienne méconnaissable. Messaline doit disparaître, comme si elle n'avait jamais existé. Claude, traumatisé, dit à sa garde prétorienne que s'il envisage de se remarier, ils doivent immédiatement le tuer. Quelques mois plus tard, il épouse sa nièce, Agrippine la jeune, la sœur de Caligula, une femme encore plus ambitieuse et dangereuse que Messaline. Une femme qui, 5 ans plus tard, empoisonnera Claude pour mettre son propre fils sur le trône. Ce fils s'appelle Néron. Britannicus avait 7 ans quand sa mère fut exécutée. Octavie en avait 9. Narcisse a écarté les enfants quand Messaline tentait de rejoindre Claude sur la route. Il ne pouvait pas risquer que leur présence attendrisse l'empereur. Ces enfants étaient des armes émotionnelles trop puissantes. Après la mort de leur mère, Britannicus et Octavie survivent, temporairement. Claude, traumatisé, jure de ne jamais se remarier. Mais quelques mois plus tard, en 49, il épouse Agrippine la jeune, sa propre nièce. Pour rendre ce mariage légal, le Sénat doit voter une loi autorisant les unions oncle-nièce. Agrippine arrive avec son propre fils, Lucius Domitius Aenobarbus, 4 ans plus vieux que Britannicus, ambitieux, calculateur. En 50, Claude l'adopte officiellement. Le garçon reçoit un nouveau nom, Nero Claudius César Germanicus. Néron. La même année, Claude fiance Néron à Octavie. La petite fille devient l'épouse promise de son demi-frère adoptif. Britannicus, qui était l'héritier incontesté, se retrouve relégué au second plan. Les pièces de monnaie qui le montraient comme spes Augusta, l'espoir d'Auguste, cessent d'être frappées. Néron reçoit tous les honneurs. La toge virile à 13 ans, avant l'âge normal de 14, des responsabilités officielles, une visibilité publique. Britannicus grandit dans l'ombre. Tacite raconte qu'en 47, lors d'un spectacle équestre réunissant des jeunes nobles, Néron reçoit plus d'applaudissements que Britannicus. Les rumeurs disent que Messaline a tenté d'étrangler le jeune Néron. Vraies ou fausses, ces histoires montrent que la rivalité entre les deux garçons était déjà établie du vivant de Messaline. En 54, Claude meurt, empoisonné par des champignons, selon la version officielle. Agrippine est immédiatement soupçonnée. Elle garde Britannicus et Octavie à l'écart pendant que Néron prononce l'éloge funèbre et prend le pouvoir. Le testament de Claude est supprimé. Personne ne sait ce qu'il contenait, mais les historiens pensent qu'il plaçait Britannicus sur un pied d'égalité avec Néron, sinon au-dessus. Britannicus a maintenant 13 ans. Dans quelques mois, il atteindra l'âge adulte officiel. Il pourra revendiquer son héritage. Il représente une menace existentielle pour Néron. Les deux demi-frères se détestent ouvertement. Britannicus insulte Néron en l'appelant par son ancien nom, Domitius ou Aenobarbus. Néron tente de l'humilier publiquement en le forçant à chanter lors d'un banquet. Mais Britannicus surprend tout le monde en chantant une chanson qui évoque subtilement les torts qu'on lui a fait subir. L'assistance est émue. Certains sénateurs pleurent. Agrippine elle-même commence à regretter son choix. Néron échappe à son contrôle. Il veut gouverner seul. Quand elle le menace, elle utilise Britannicus comme levier. « Si tu ne m'obéis pas, je soutiendrai la candidature de Britannicus au trône. » C'est l'arrêt de mort du garçon. En février 55, lors d'un banquet, Britannicus reçoit une coupe de vin. Il la trouve trop chaude et demande qu'on y ajoute de l'eau froide. Le poison a été mis dans l'eau, pas dans le vin. Il boit. Quelques secondes plus tard, il s'effondre, convulsant violemment. Néron reste assis, impassible. Il dit aux invités paniqués que Britannicus souffre simplement d'épilepsie, une maladie dont il a toujours été affligé. Rien d'inquiétant.
Le garçon meurt sous les yeux de tous. Il avait 13 ans. Néron fait enterrer Britannicus la nuit même, sous une pluie battante. Les funérailles sont expédiées. Pas de cérémonie élaborée. Pas d'hommage public. On efface le garçon comme on avait effacé sa mère. Octavie, elle, survit encore quelques années. Mariée à Néron à 8 ans, elle vit un mariage sans amour. Néron la déteste. Il a des maîtresses. Il tombe amoureux de Poppée Sabine, ironiquement, la fille de cette Poppée que Messaline avait poussée au suicide. Néron veut divorcer d'Octavie pour épouser Poppée. Mais Octavie est populaire à Rome. Le peuple l'aime. Elle représente la dernière descendante légitime de Claude. Néron l'accuse d'adultère avec un esclave. Personne n'y croit. Les esclaves sont torturés pour qu'ils confirment l'accusation. La plupart refusent, même sous la torture. Une esclave dit à Néron « Mon sexe est plus propre que ta bouche ». Octavie est divorcée et exilée en Campanie. Puis sur l'île de Pandateria, la même île où tant de femmes impériales ont été envoyées mourir avant elle. Là, en 62, des assassins arrivent. Tacite raconte qu'ils la tranchent avec des lames, espérant qu'elle saignera à mort. Mais Octavie résiste. Alors il la jette dans un bain chaud pour accélérer le saignement. Finalement, impatient, il la noie dans l'eau. Il coupe sa tête et l'envoie à Rome. Poppée voulait une preuve. Octavie avait 22 ans. Elle n'avait jamais eu d'enfant. La lignée de Claude et Messaline s'éteignait définitivement. Alors, qui était vraiment Messaline? Une nymphomane incontrôlable qui se prostituait par pur plaisir sexuel? Une putain impériale obsédée par la luxure? Ou une jeune femme mariée à 14 ans à un homme qu'elle n'avait pas choisi, catapultée au sommet du pouvoir sans préparation, qui a fait ce qu'elle pouvait pour survivre dans un monde brutal? Les historiens modernes penchent pour la seconde interprétation. Barbara Levick, spécialiste britannique de Claude, note que beaucoup des accusations contre Messaline suivent des schémas typiques de diffamation misogyne. Accuser une femme puissante d'être une prostituée était un classique de la propagande romaine. Catherine Salle, historienne française, relativise la débauche de Messaline en notant qu'elle n'était pas si inhabituelle à Rome. Les empereurs eux-mêmes, Auguste, Tibère, Caligula, Néron, avaient des vies sexuelles tout aussi scandaleuses. Mais quand un homme multiplie les conquêtes, c'est de la virilité. Quand une femme fait de même, c'est de la dépravation. Paul Venn, autre historien français, offre une lecture encore plus sympathique. Cette jeune femme de 24 ans qu'on dépeint comme une dévergondée était en réalité une sentimentale, une amoureuse romantique. Messaline est un authentique cas d'amour fou. Selon cette interprétation, Messaline est tombée vraiment amoureuse de Silius. Le mariage n'était pas un calcul politique froid, mais un acte désespéré d'une femme amoureuse qui voulait être avec l'homme qu'elle aimait. Elle savait que c'était dangereux. Elle l'a fait quand même. Mais cette lecture romantique ignore les réalités politiques. Messaline a orchestré la mort de dizaines de personnes. Elle a manipulé. Elle a menti. Elle a détruit des familles entières. La vérité est probablement entre les deux. Messaline n'était ni un monstre de luxure, ni une héroïne romantique. C'était une femme prise dans un système qui ne laissait aucune place à la faiblesse. Une femme qui a utilisé les seules armes dont elle disposait, son corps, son accès à Claude, sa capacité à manipuler, pour protéger sa position et celle de son fils. Et finalement, elle a échoué. Elle est morte à 28 ans. Son fils a 13 ans. Sa fille a 22 ans. Tous assassinés. Toute la famille de Claude exterminée par Néron et Agrippine. L'histoire de Messaline a traversé les siècles et s'est transformée en archétype culturel. La femme puissante corrompue par le sexe. En 1640, le dramaturge anglais Nathanael Richards écrit « The Tragedy of Messalina, Empress of Rome ». Sa Messaline est une caricature encore plus exagérée que dans les sources antiques. Dépravée, diabolique, irrécupérable. Au XIXe siècle, les artistes victoriens adorent peindre Messaline. Francesco Solimena peint sa mort dramatique, d'autres la montrent dans des poses lascives, symbole de décadence romaine. L'époque victorienne, obsédée par la vertu féminine en surface et fascinée par la transgression en privé, trouve en Messaline l'excuse parfaite
pour créer des images érotiques sous couvert d'art historique. En 1934, Charlotte Brontë compare la femme folle enfermée dans le grenier de Jane Eyre à un vampire allemand et à Messaline. Pour Brontë, Messaline représente la féminité dangereuse et incontrôlable qui doit être enfermée. En 1967, Mikhaïl Bulgakov l'inclut parmi les invités du bal de Satan dans Le Maître et Marguerite. Elle danse avec les damnés de l'histoire, symbole éternel de corruption. En 1976, la série BBC Claudius la montre dans toute sa gloire scandaleuse. L'actrice Sheila White incarne une Messaline manipulatrice et sexuellement vorace qui fascine autant qu'elle répugne. Cette série popularise l'image de Messaline pour une génération entière. En 1996, le réalisateur italien Joe D'Amato fait un film pornographique intitulé Messalina, The Virgin Empress. Le titre lui-même est une blague cynique. Messaline est devenue un symbole pornographique, un fantasme masculin de la femme puissante et insatiable. Le nom Messaline est entré dans le langage courant en français comme synonyme de femme dépravée. Un dictionnaire peut définir une Messaline comme une femme aux mœurs dissolues. C'est devenu un nom commun, comme Casanova pour un séducteur ou Don Juan pour un coureur de jupons. Mais contrairement à Casanova ou Don Juan, qui sont des figures romantiques presque admirées, Messaline reste une insulte. Un homme qui a beaucoup de conquêtes est un séducteur. Une femme qui a beaucoup d'amants est une Messaline. Nous ne saurons jamais la vérité complète sur Messaline. Les sources sont trop biaisées, trop tardives, trop contaminées par l'agenda politique de leurs auteurs. Est-elle vraiment allée dans les bordels de la Subure? Probablement pas. L'histoire est trop parfaite, trop littéraire. Juvénal écrivait 60 ans après sa mort. Il cherchait à choquer, à scandaliser, à faire rire son audience avec des images obscènes. C'était un satiriste, pas un historien. A-t-elle vraiment défié une prostituée dans un concours sexuel? Pline l'Ancien rapporte cette histoire, mais lui aussi n'était pas présent. Il répète des ragots. Et le chiffre 25 hommes en 24 heures semble trop parfait, trop rond, trop symbolique pour être réel. Avait-elle 150 amants? Impossible à vérifier. Le chiffre sent l'exagération propagandiste. Comment quelqu'un aurait-il compté? Qui tenait ce registre? A-t-elle orchestré toutes ces exécutions? Certainement beaucoup d'entre elles. Les preuves sont plus solides ici. Appius Silanus, Valerius Asiaticus, Poppée Sabine, Marcus Vinicius, ces morts sont documentées et Messaline y est clairement liée. Mais était-ce par cruauté gratuite ou par nécessité politique? La frontière est floue dans la Rome impériale, où la paranoïa était une stratégie de survie rationnelle. Le vrai scandale de Messaline n'est peut-être pas qu'elle ait eu des amants, c'est qu'elle a tenté d'exercer un pouvoir politique réel dans un système qui ne le permettait pas aux femmes. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de Messaline. La Damnatio Memoriae a fait son travail. Une seule statue complète a survécu sans être détruite immédiatement après sa mort. Elle est au Louvre. Messaline y apparaît voilée, tenant son fils Britannicus sur sa hanche. Elle ressemble à une madone chrétienne, l'image parfaite de la maternité impériale. Vertueuse, pudique, respectable. C'est exactement l'inverse de l'image que les textes antiques nous ont transmise. Cette statue a été trouvée dans les environs de Rome au XIXe siècle. Elle avait probablement été enterrée ou cachée, échappant ainsi à la destruction ordonnée par le Sénat. D'autres fragments existent, des têtes de statues où l'identification reste incertaine. Est-ce Messaline ou Agrippine? Les coiffures des femmes julio-claudiennes se ressemblent, les visages sont idéalisés. Sans inscription, impossible de savoir. Des pièces de monnaie frappées dans les provinces orientales montrent Messaline comme une déesse de la fertilité, portant des épis de blé. Symbole de prospérité, de stabilité impériale. Certaines de ces pièces ont été défacées après sa mort, son visage martelé jusqu'à devenir méconnaissable. Des inscriptions mentionnaient en son nom sur des bâtiments publics à travers l'Empire. Des ouvriers les ont martelées, effaçant soigneusement chaque lettre. Parfois, on peut encore voir les traces là où son nom était gravé, un vide dans la pierre. En 48, à la fin de l'année, un ouvrier est descendu dans un tombeau à la périphérie de Rome.
Il cherchait l'urne funéraire de Marcus Valerius Antiochus, un coiffeur qui avait été l'affranchi de Messaline. Antiochus était assez fier de son association avec l'impératrice pour l'inscrire sur sa pierre tombale. Après la mort de Messaline, cette inscription est devenue dangereuse. L'ouvrier avait reçu l'ordre de l'effacer. Même les affranchis de l'impératrice devaient disparaître de la mémoire collective. Rome avait un problème avec les femmes puissantes. Le système politique romain était conçu pour les hommes. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Elles ne pouvaient pas occuper de fonctions publiques. Elles étaient juridiquement mineures toute leur vie. Mais les femmes de la famille impériale avaient un accès unique au pouvoir. Elles partageaient le lit de l'empereur. Elles étaient les mères de futurs empereurs. Elles pouvaient murmurer à l'oreille de l'homme le plus puissant du monde pendant ces moments les plus intimes et vulnérables. Cet accès informel au pouvoir terrifia les Romains. Parce qu'il était informel, il était incontrôlable. Le Sénat pouvait débattre, voter, limiter le pouvoir de l'empereur par des précédents et des traditions. Mais comment contrôler ce qui se disait dans la chambre à coucher impériale? La réponse était la diffamation sexuelle. Quand une femme devenait trop puissante, trop visible, trop influente, on l'accusait d'immoralité sexuelle. C'était un moyen de la délégitimer, de transformer son pouvoir politique en simple débauche féminine. Livie, l'épouse d'Auguste, était accusée d'avoir empoisonné ses rivaux. Agrippine l'aînée, la veuve de Germanicus, était accusée d'orgueil et d'ambition démesurée. Agrippine la jeune était accusée d'avoir couché avec son fils Néron. Et Messaline était accusée de se prostituer. Toutes ces femmes avaient du pouvoir politique réel. Toutes utilisaient leur position pour influencer les décisions impériales, pour protéger leurs enfants, pour éliminer leurs rivaux. Mais au lieu d'écrire sur leur politique, les historiens antiques ont écrit sur leur sexualité. C'était plus facile, plus scandaleux, plus vendeur. Et surtout, ça permettait de réduire leur pouvoir politique à une simple affaire de corps féminin incontrôlable. Après la mort de Messaline, la rivalité entre ses partisans et ceux d'Agrippine a continué pendant des décennies, et cette rivalité a façonné la façon dont l'histoire a été écrite. Les partisans de Britannicus avaient besoin de prouver qu'il était le fils légitime de Claude, pas le produit des infidélités de Messaline. Donc ils minimisaient ses débauches ou les dataient après la naissance de Britannicus. Les partisans de Néron avaient besoin de délégitimer Britannicus, donc ils amplifièrent les débauches de Messaline et suggérèrent que Britannicus pourrait être le fils de n'importe qui. Après la mort de Néron en 68, la dynastie julio-claudienne s'effondra complètement. Les nouveaux empereurs, les Flaviens, puis les Antonins, avaient besoin de se distancier de leurs prédécesseurs. Ils ont encouragé une réécriture de l'histoire qui noircissait la famille julio-claudienne pour mieux faire briller leur propre règne. C'est dans ce contexte que Tacite, Suétone et Dion Cassius ont écrit leurs histoires. Ils écrivaient sous des empereurs qui détestaient les julio-claudiens. Ils avaient accès à des sources qui étaient déjà biaisées par des décennies de propagande contradictoire. Et pourtant, ce sont ces sources que nous utilisons pour connaître Messaline. Nous n'avons rien d'autre. Pas de lettres écrites par elle, pas de discours, pas de mémoire. Même les inscriptions qui mentionnaient son nom ont été martelées après sa mort. Messaline a été effacée. Et dans le vide laissé par son effacement, les mythes ont proliféré.